Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous vous remercions d'être présentes et présents aujourd'hui pour ce webinaire qui, j'espère, va beaucoup vous intéresser, qui est vraiment actuel aussi sur les services de rebâtir. Donc, nous avons trois présentatrices aujourd'hui, puis le sujet va traiter en fait des services rebâtir. Quelle est son approche? Donc, une approche vraiment innovante avec des résultats concrets. Donc, je vais vous présenter les trois présentatrices aujourd'hui. Donc, Madame Marie-Claude Richer, qui incarne depuis 36 ans un profond engagement vers la justice. Après 16 ans en pratique privée, elle a rejoint l'aide juridique en 2006, se distinguant en droit de la famille, en représentation d'enfants et en santé mentale. Elle a dirigé plusieurs bureaux juridiques avec bienveillance et leadership, et son implication dans le barreau est marquée par de nombreux mandats et distinctions dans le mérite du barreau de Longueuil. Depuis 2021, elle est directrice de Rebâtir, où elle continue de défendre les plus vulnérables avec passion et rigueur. Nous avons également Madame Ailo, qui a débuté sa carrière en 2011 en droit criminel dans la région métropolitaine avant de rejoindre l'aide juridique de Joliette en 2018. Depuis 2021, elle œuvre chez Rebâtir, où elle soutient les personnes victimes avec humanité en matière de droit criminel, de logement et d'IVAC. Elle a siégé au conseil d'administration des cercles de soutien et de responsabilité du Québec, démontrant son engagement envers la prévention des violences sexuelles. Madame Maëlo a suivi plus de 160 heures de formation aux violences conjugales et sexuelles et partage ses connaissances en formant divers intervenants du milieu social et judiciaire. Madame Joyal Pilon est avocate à l'aide juridique depuis 11 ans, spécialisée en droit administratif, civil et du logement. Elle s'implique activement auprès des victimes de violences conjugales et sexuelles au sein de Rebâtir, où elle les informe et les accompagne dans leur démarche judiciaire. Elle contribue à l'élaboration de solutions pour le maintien sécuritaire dans les lieux. Son expertise l'a menée à offrir des formations et outils pratiques avec des partenaires comme Éducalois et Juripop. Conférencière au colloque sur la violence conjugale en 2023, elle défend une approche multidisciplinaire. Elle siège également au CA d'une maison d'hébergement. Alors, je vous remercie, c'est ça, d'être présente à ce webinaire qu'on va donc débuter maintenant. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre du projet A2A, et actuellement organisé par le rêve, pardon. Euh, et ce que je vais vous faire, donc je vais vous proposer alors à toutes les personnes présentes, selon le PowerPoint que vous allez choisir, donc en français ou en anglais, vous avez en haut un clic écran de diapositive en française. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la version française du PowerPoint. Si vous cliquez sur écran de English slide, vous allez avoir l'écran du PowerPoint en anglais. Et pour avoir l'interprétation simultanée, donc vous pouvez aller en bas sur votre écran et cliquer sur l'icône du globe. Et là, vous pourrez choisir la langue qui sera la mieux pour vous, donc en anglais ou en français. Nous aurons une petite période de questions-réponses à la toute fin. Donc, on va laisser les présentatrices vraiment présenter le sujet. Puis à la toute fin, on va vous revenir avec les questions-réponses. Vous pouvez les envoyer dans la partie questions et réponses que vous voyez également en bas de votre écran. Donc, je vous remercie et bienvenue. Et je laisse la parole à Marie-Claude. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci pour cette belle opportunité qui nous est offerte de vous présenter les services Rebâtir. Donc, comme vous le mentionnez, je suis accompagnée aujourd'hui de Maître Joyal Pilon et Maître Aelo qui sont à Rebâtir depuis le début. Alors, dans quel contexte social est né Rebâtir? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 2017, le Québec, comme d'autres régions du Québec, du Canada ou d'autres pays, ont été touchés par des mouvements de dénonciation des violences sexuelles et des violences conjugales. Ce mouvement social-là visait, entre autres, à dénoncer le manque de soutien aux victimes, la complexité et la lenteur des procédures judiciaires et le sentiment d'injustice et de méfiance envers les institutions. Résultat, il y avait une sous-dénonciation des violences conjugales et de violences sexuelles.
Au Québec également, nous avons vu une mobilisation citoyenne et médiatique et des personnalités publiques ont contribué à sensibiliser la population, mais aussi à interpeller les élus sur la nécessité de réformer le système de justice. C'est ainsi qu'a été créé le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales en mars 2019. Leur mandat était d'évaluer les mesures existantes et de proposer des solutions concrètes pour améliorer l'accompagnement des victimes. Il y avait une volonté réelle de réforme judiciaire au Québec. On voulait, entre autres, restaurer la confiance des victimes envers le système de justice et on voulait également mieux adapter le système judiciaire aux personnes victimes en leur assurant une meilleure compréhension des diverses options disponibles pour elles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celui-ci. C'est ainsi que le rapport Rebâtir est né. Le rapport Rebâtir qui était co-présidé par Madame la juge Élisabeth Corté, qui a été juge en chef à la Cour du Québec pendant plusieurs années au Québec, et Madame Julie Desrosiers, professeure titulaire à l'Université Laval. Ce rapport proposait 190 recommandations, dont la mesure phare qui était la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et de violence sexuelle, également la création de la ligne Rebâtir. On évalue que plus de 160 recommandations auraient été mises de l'avant complètement ou partiellement par le gouvernement du Québec. Présentement, donc, c'est 169 recommandations. Donc, nous sommes issus de la recommandation 25 de ce rapport Rebâtir la confiance qui octroie à toute personne victime d'agression sexuelle ou de violence conjugale le droit à 4 heures de conseil juridique gratuit, c'est important de le souligner, gratuit dans tous les domaines du droit et ce, indépendamment de leurs revenus. C'est donc le 27 septembre 2021 qu'est né Rebâtir et c'est en novembre 2021 que la loi sur l'aide juridique a été modifiée afin d'intégrer ce nouveau service. Qu'est-ce que c'est rebâtir? Vous avez là, dans votre PowerPoint, vous pourrez en prendre connaissance, là, une chronique de la presse de Madame El Khoury qui mentionnait que le coup de cœur de Julie Desrosiers suite à ces réformes au niveau de la violence conjugale et de la violence sexuelle mis en place par le gouvernement a été la ligne Rebâtir qui, selon elle, répondait vraiment à une demande de les personnes victimes. Alors, Rebâtir est donc né le 27 septembre. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un service de consultation juridique. Et là, c'est important de le mentionner, ce n'est pas seulement de l'information juridique, mais ce sont des consultations juridiques dédiées exclusivement aux personnes victimes de violences conjugales et violences sexuelles, incluant les personnes autochtones. C'est 14 avocats de l'aide juridique qui offrent ces consultations-là à l'ensemble de la population du Québec en temps réel ou sur rendez-vous. C'est un service 100% virtuel, ce qui veut dire que les victimes peuvent communiquer avec nous à tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Un avocat pourra répondre au téléphone ou il est encore possible de fixer un rendez-vous avec un avocat dans le domaine de droit qu'elle souhaiterait avoir l'aide de son expertise. Et à ce moment-là, un rendez-vous sera offert à la victime. Et si un intervenant souhaite se joindre à la conversation ou un interprète, ça sera à ce moment-là possible. Rebâtir, on vous le mentionnait, c'est des consultations juridiques dans tous les domaines de droit, familial, criminel, civil, immigration, IVAC, jeunesse, logement. Nous allons revenir sur certains items au cours de la présentation, mais sachez que tous les avocats de Rebâtir ont des spécialités et sont en mesure d'offrir, comme vous pouvez le voir, là, plusieurs, c'est-à-dire pas certaines, mais plusieurs informations qu'une personne victime a besoin. Je pense particulièrement aux droits de la famille où on va les conseiller au niveau de l'ordonnance de sauvegarde, de la demande de divorce, des demandes au niveau de l'autorité parentale et même de la déchéance d'autorité parentale. Il nous est même été donné la chance de travailler avec des dossiers d'enlèvement international.
La mission de rebâtir ces objectifs, c'est d'abord de permettre aux personnes victimes de démystifier le système judiciaire et ses rouages pour le rendre moins intimidant et permettre à la possibilité à la personne victime de dénoncer un crime ou d'intenter un recours contre l'auteur de violence. C'est permettre aussi aux victimes de connaître les recours qui s'offrent à elles pour qu'elles puissent prendre une décision éclairée à cet égard. Et ça, c'est la pierre angulaire du travail qui est fait à rebâtir, c'est d'informer, de conseiller la personne victime pour qu'elle puisse reprendre du pouvoir sur sa vie et prendre des décisions en fonction de ses besoins. On accompagne évidemment la victime tout au long de son parcours judiciaire en étant disponible à l'écoute. On redonne à la personne victime le pouvoir et pour ça, dans le but de favoriser son autonomisation. On réfère vers des organismes spécialisés et on contribue à déployer un réseau de soutien autour de la personne victime et on contribue également à la protection de la personne victime en déployant un filet de sécurité autour d'elle. Notre mandat est différent et nous avons décidé à Rebâtir d'adopter une approche humaine. Et c'est pour ça qu'à Rebâtir, nous pouvons dire que nous avons une expertise spécialisée parce qu'en moyenne, les avocats à Rebâtir ont eu plus de 200 heures de formation, pas seulement en savoir-faire, mais aussi en savoir-être et savoir-dire. Nous avons offert plus de 50 heures de formation et offert, comme aujourd'hui, des présentations à plus de 250 occasions. Ce qu'on met au cœur de nos préoccupations pour chaque avocat, c'est d'abord d'assurer la sécurité de la personne victime. Et c'est pour ça qu'à Rebâtir, et je vais laisser Élise vous en parler davantage, on a développé une approche où on va d'abord sécuriser la personne victime avant de pouvoir lui donner des conseils juridiques. Nous faisons aussi affaire avec une banque d'interprètes parce que si on veut que la victime puisse bien comprendre les conseils qui lui soient donnés, il faut qu'elle puisse bien les assimiler. Et ça, souvent, le travail d'un interprète devient indispensable. À Rebâtir aussi, on a adopté une approche 360. Souvent, les victimes communiquent chez nous et ont une question bien précise à nous poser. Ils ne mesurent pas que souvent, la violence conjugale va toucher d'autres sphères de leur vie ou ne connaissent tout simplement pas les autres services qui peuvent leur être offerts. Alors, les avocats de Rebâtir vont travailler ensemble pour pouvoir offrir ces autres services-là. Il n'est pas rare qu'une victime appelle chez nous, a une préoccupation en droit de la famille, mais finalement, elle va parler également avec Élise qui pourra lui parler de l'indemnisation des victimes d'actes criminels et avec Catherine également qui va lui expliquer comment faire comment va se passer si elle décide de porter une plainte au niveau des institutions policières. Nous offrons aussi à Rebâtir un service vraiment innovant qui s'appelle les co-consultations, ce qui signifie qu'une personne victime communique chez nous et pourra peut-être bénéficier en même temps de deux, trois avocats qui vont pouvoir développer avec elle la meilleure stratégie à adopter dans un dossier. Exemple, est-ce qu'on doit déposer une demande de garde d'enfants en priorité ou faire une demande pour que la DPJ se saisisse du dossier, la Direction de la protection de la jeunesse, ou encore vaut-il mieux aller porter plainte aux policiers? Alors, à ce moment-là, les avocats en suivant le rythme de la victime, évidemment en faisant sienne ses préoccupations, vont déterminer avec elle quel est le meilleur chemin à emprunter. À Rebâtir, nous ne travaillons pas en silo et c'est pour ça que les partenaires sont excessivement importants. Nous faisons beaucoup de référencement mutuel, nous travaillons de près avec plusieurs partenaires et pour nous, c'est important afin d'offrir un service complet à la personne victime. Également, à Rebâtir, vous nous avez entendu, nous offrons des consultations juridiques. Nous n'allons pas à la cour, ce qui signifie que si une personne victime a besoin de se présenter devant le tribunal pour introduire une demande en civil ou en droit de la famille, nous allons les référer au bureau d'aide juridique de leur région qui verront à évaluer leur admissibilité à l'aide juridique, sachant que lorsqu'il y a une situation d'urgence, il y a une couverture automatique. Et si par contre, le dossier doit se poursuivre. Ils pourront avoir une représentation complète grâce à un avocat d'aide juridique. Si les personnes ne sont pas admissibles à l'aide juridique, mais Rebâtir travaillera avec la victime afin de trouver un avocat qui pourra les accompagner dans la représentation devant les tribunaux.
Tantôt, je vous mentionnais que nous avons offert à notre équipe plus de 200 heures de formation spécialisée. Vous avez un éventail des formations qui ont été suivies par les avocats, mais également par notre personnel de soutien, c'est-à-dire les secrétaires juridiques qui sont les premières personnes à répondre aux besoins des victimes lorsqu'elles communiquent chez nous. Pour nous, c'est important qu'elles puissent connaître la réalité d'une personne victime pour pouvoir mieux les accompagner. Nous avons aussi suivi des formations sur les réalités autochtones des peuples autochtones et nous avons bâti une banque d'interprètes et développé des partenariats pour également être en mesure de bien accompagner toute personne issue des peuples autochtones. Nous avons également offert plusieurs formations aux partenaires du milieu. On vous l'a mentionné tantôt, nous avons des formations en cyberviolence, des formations en traite de personnes, sur les ordonnances de sauvegarde en droit de la famille, sur les dénonciations multiples et également une formation qui est très, très populaire et que Catherine et Élise promènent un peu partout, c'est la formation sur assurer la sécurité d'une personne victime en violence conjugale. Nous avons eu le privilège de l'offrir au juge de la Cour supérieure de la Division de Montréal, ainsi qu'au comité du savoir du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et présentement, les avocates de rebâtir l'offrent aussi aux acteurs judiciaires qui composent les tribunaux spécialisés. Quand je vous parlais de partenariat qui a été développé, vous en avez un exemple, entre autres la Sûreté du Québec. À chaque année, en plus de garder des contacts réguliers avec eux, on a la chance de participer à chaque année, et cette année, ça sera le 26 novembre, à l'Opération nationale concertée, qui est une journée spéciale où les policiers du Québec, pas juste la Sûreté du Québec, mais aussi des corps de police municipaux, les maisons d'hébergement, le DPCP, descendent dans les rues. Il y a plus de 260 points de service où ces gens-là vont à la rencontre des citoyens du Québec afin de faire connaître nos services. Nous avons également, comme on le mentionnait plus tôt, là, développé un référencement mutuel avec Espace Femmes Premières Nations, soit le Centre de pédiatrie sociale Sarah Liquitac. Nous sommes aussi participants au comité de travail sur la violence conjugale du secrétariat à la condition féminine et nous avons plusieurs là, partenariats comme ça que nous avons développés au cours des 4 dernières années. Nous avons aussi un projet qui nous tient vraiment à cœur, ce sont les rencontres pré-dénonciation. Vous savez qu'au Québec, les avocats criminalistes, leur rôle principal est de représenter des auteurs de violences. Or, à rebâtir, c'est le contraire. Nous avons les premiers avocats criminalistes dont leur mandat est d'accompagner les personnes victimes. Comment? En leur offrant des rencontres pré-dénonciation. Nous avons déjà deux, et là encore une fois, je vais laisser Catherine vous en parler un peu plus tard. Nous avons 2 projets pilotes qui ont été mis en place, dont celui avec la Traversée, qui est un centre de services intégrés en violence sexuelle, où les victimes de violences sexuelles ont une possibilité de contacter les avocats de rebâtir afin qu'on puisse les rencontrer avant qu'elles puissent porter plainte. Et également, nous avons 2 partenariats avec l'hôpital Anna-Laberge et le centre hospitalier régional du Suroît dans la région de Valleyfield, où les personnes victimes de violences sexuelles qui se rendent pour faire une trousse médico-légale sont automatiquement référées aux avocats criminalistes de rebâtir. Nous avons également travaillé avec le ministère de la Justice, la section du tribunal spécialisé en matière de VCVS, le cadre de référence qui sera mis en place pour tous les acteurs judiciaires au niveau des rencontres pré-dénonciation. Des avocats qui font tomber des silos à rebâtir, il y en a plusieurs. Nous avons d'ailleurs, comme le mentionnait tantôt la présentatrice, 5 avocats qui siègent sur des conseils d'administration des maisons d'hébergement. Élise en fait partie. Nous sommes impliqués aussi sur la table de concertation nationale sur l'intervention policière en matière de violence conjugale du ministère de la Sécurité publique. Nous travaillons aussi avec le sous-comité sur la déclaration de la personne victime du ministère de la Sécurité publique et nous travaillons également au comité de travail sur la violence conjugale du secrétariat à la condition féminine. Nous
s'offront à rebâtir des consultations juridiques. Mais nous voulions faire plus et c'est pour ça que nous avons développé, entre autres, une note d'information au tout début de rebâtir parce que nous étions conscients que les conditions de mise en liberté qui étaient remises aux policiers suite à l'arrestation d'un auteur de violence ne satisfaisaient pas, en ce qui nous concernait, la protection d'une personne victime. Et nous avons appris récemment que les propositions qui ont été faites au ministère de la Sécurité du public ont été mises en place par la majorité des corps de police du Québec. Nous avons également développé une note d'information qui a été envoyée à nos partenaires afin que l'on puisse, dans la mesure du possible, maintenir les personnes victimes dans leur milieu de vie suite à une intervention policière. Parce que trop souvent, lorsqu'il y avait une intervention policière, la victime était sortie de son milieu de vie, envoyée dans une maison d'hébergement ou envoyée chez des gens qui pourraient en prendre soin, famille et autres, ce qui avait comme conséquence que lorsque la victime voulait retourner dans son appartement, c'était difficile pour elle et ou c'était impossible puisque le monsieur habitait le logement, ou je dis monsieur, puis je m'excuse parce que j'utilise un langage genré, mais vous allez voir au niveau de nos statistiques, ça semble évident que notre principale clientèle est formée de femmes. Alors, c'est à ce moment-là que nous, on a trouvé important d'expliquer à nos partenaires que dans certaines situations, on aurait avantage à maintenir la personne victime dans son milieu de vie en lui offrant une protection ou même en la retirant de la maison dans laquelle elle habite pour par la suite la réintégrer avec des mesures de protection, avec un filet de sécurité, mais il est important qu'on puisse, dans la mesure du possible, la maintenir dans son milieu de vie. C'est sûr qu'il y a des situations où on n'a pas le choix. La victime est en danger, on doit la retirer de son milieu de vie. Mais dans d'autres situations, il est possible de le faire et on a eu heureusement la collaboration, encore une fois, de plusieurs partenaires. Puis vous savez, avec tous les problèmes de crise de logement qu'on vit au Québec et ailleurs au Canada, des fois, la situation faisait en sorte que lorsqu'on retirait une personne victime, économiquement, le seul choix qui y restait, c'était de revenir auprès de l'auteur de violence. Alors, c'est pour ça que nous avons travaillé très fort et nous avons pu développer ces partenariats et cette façon de faire avec les différents ministères ou sécurité policière. On a également participé au panel du ministère de la Justice du Canada parce que nous aussi, on croit à la création d'une infraction criminelle du contrôle coercitif. Nous avons travaillé également au barreau du Québec pour développer des formations, dont celle d'assurer la sécurité de la personne victime. Et nous avons également mis en place un comité de récupération des biens meubles parce qu'ici au Québec, il y a entre autres une victime qui a été tuée en voulant retourner chercher ses effets personnels. Et pour nous, c'est important de pouvoir travailler encore une fois avec nos partenaires pour que les victimes qui souhaitent récupérer leurs biens soient bien accompagnées. Il est important aussi pour nous de sensibiliser la population générale et c'est pour ça que Rebâtir est présent lors d'entrevues dans les journaux ainsi que dans les télévisions parce que pour nous, c'est important aussi d'expliquer qu'on est tous responsables de la sécurité des personnes victimes lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales. Maintenant, parlons de statistiques. Vous avez présentement la catégorie d'âge des personnes victimes qui communiquent à Rebâtir. Vous pouvez voir que la tranche des 35-44 ans sont très bien représentés malheureusement et on voit que ceux où on a le moins de représentation et les 18-24 ans. À Rebâtir, en 4 ans d'activité, c'est maintenant 90 000 consultations juridiques qui ont été offertes aux personnes victimes. Vous pouvez voir que c'est principalement en matière de droit de la famille et en droit criminel que les consultations sont données, mais on en a également dans d'autres domaines, immigration, civile, IVAC, logement, santé mentale. En 4 ans d'activité, c'est plus de 21 000 victimes qui ont communiqué avec nous et c'est plus de 6 000 dossiers qui ont été transférés dans les bureaux d'aide juridique pour qu'ils puissent être représentés devant les tribunaux. 3 000 de ces dossiers ont été envoyés en urgence et traités en urgence. Notre clientèle est composée en majorité de personnes victimes de violences conjugales, 83 17 sont des victimes de violences sexuelles
non pas dans un contexte de violence conjugale, mais exclusivement dans un contexte de violence sexuelle. Mais il ne faut pas perdre de vue que nos 83% de victimes de violences conjugales, il est reconnu par tous que souvent les victimes de violences conjugales, même à 78%, sont aussi victimes de violences sexuelles. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que 93% des demandes que l'on reçoit sont des femmes et 7% des hommes. Je cède maintenant la parole à ma collègue Maître Joyal Pilon. Ça va être moi, Maître Ailo, qui Ah, va prendre la excuse parole à cet Catherine. état-ci. Il n'y a pas de problème. Donc, à rebâtir, nous, on aborde les dossiers de violence conjugale sous le prisme du contrôle coercitif. Nous sommes bien au fait des multiples stratégies qui peuvent être utilisées par les auteurs de violences pour contrôler, isoler et priver la personne victime de ses droits, de sa liberté et de ses ressources. Et lorsque nous offrons une consultation juridique, nous prenons en compte l'effet dévastateur que cela peut avoir sur une personne victime et le risque que ça peut engendrer pour sa sécurité. Il n'existe pas de définition du contrôle coercitif dans une loi ou un règlement. Par contre, la loi sur le divorce en fait mention. À son article 2, il est indiqué que la violence familiale s'entend de toute conduite qui dénote par son aspect cumulatif un comportement coercitif et dominant ou qui porte un membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne. On retrouve aussi la mention du contrôle coercitif à l'article 16 dans les facteurs relatifs à la violence familiale que le tribunal doit considérer. Il y a eu différentes définitions qui ont été élaborées par les tribunaux, notamment en matière familiale. Nous ne pourrons pas les reprendre aujourd'hui par manque de temps, mais c'est également important de se rappeler que le ministère de la Justice a déterminé que le contrôle coercitif, c'est une forme de violence particulièrement dangereuse pour les enfants. Il est également mentionné que la violence judiciaire est plus susceptible de se développer dans ce genre de dossier et que les auteurs de violence sont moins aptes à faire la distinction entre leur rôle de conjoint et leur rôle de parent et qu'ils sont plus susceptibles de maltraiter leurs enfants après une séparation ou un divorce. Bien que le contrôle coercitif ne soit pas criminalisé, le directeur des poursuites criminelles et pénales a intégré cette notion à même leur directive interne et les procureurs de la couronne doivent considérer la présence de contrôle coercitif lorsqu'ils décident s'ils s'objectent ou non à la mise en liberté d'un contrevenant. Pour que le procureur de la couronne puisse considérer le contrôle coercitif, il est essentiel que le dossier police en fasse état. C'est pour cette raison qu'il y a eu plusieurs formations qui ont été développées et offertes à l'ensemble des corps de police. De plus, il y a plusieurs partenaires de divers milieux qui ont travaillé de concert afin de créer un nouveau formulaire de déposition à être rempli par la personne victime en contexte conjugal qui permettra dorénavant aux patrouilleurs de poser certaines questions spécifiques permettant ainsi de mieux capturer le contrôle coercitif dans la trame factuelle. Ce nouveau formulaire-là sera opérationnel dans les prochains mois à l'ensemble des policiers du Québec. Merci, Catherine. Donc, Marie-Claude vous disait un petit peu plus tôt qu'on avait développé une approche quant à la sécurité des personnes victimes à rebâtir. C'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et Catherine vient de vous parler du prisme du contrôle coercitif qu'on utilise pour analyser la violence. Je vais vous parler un petit peu plus des raisons qui nous ont poussé à développer cette approche-là. Évidemment, elle est basée sur les statistiques que vous voyez à l'écran relatives au féminicide, filicide, familicide. On a aussi basé notre approche sur des données probantes et des constats d'experts relativement à l'analyse des décès en matière de violence conjugale. Je vais y aller rapidement puisque j'imagine que plusieurs d'entre vous sont déjà très familiers avec ces notions-là. Donc, en moyenne, 75% des homicides conjugaux au Canada ont lieu alors que la séparation était imminente. 49% des homicides surviennent dans les 2 mois qui suivent la séparation, 32% dans les 2 à 12 mois et 19% plus d'1 an après. On parle ici évidemment là, de violence post-séparation et du fait que le risque ne s'éteint pas nécessairement avec la séparation.
Le moment le plus dangereux est celui où la rupture est perçue par le conjoint comme étant irréversible et les avocats, souvent, on intervient en signification d'une procédure de divorce, signification d'une procédure de garde qui vient concrétiser la décision de séparation. 45% ont été tués au domicile qu'elles partageaient avec l'accusé. Donc, chez nous, on accorde une attention spécifique à toutes les notions de cohabitation post-séparation, ainsi qu'aux notions de nesting qu'on ne favorise pas là, nécessairement dans les dossiers où il y a présence de violence conjugale. 60% des filicides et des familicides surviennent dans un contexte de séparation ou de litige autour de la garde des enfants. Encore une fois, les avocats, nous sommes sollicités dans les contextes de litige. Finalement, on utilise aussi les constats qui ont découlé des recommandations faites par le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Donc, plusieurs recommandations sont ressorties de l'analyse de dizaines de décès qui ont été commis en contexte conjugal. Et ces recommandations-là, un certain nombre s'adressent directement à la communauté du juridique, qu'il s'agisse du Barreau du Québec, du ministère de la Justice, du DPCP ou encore du Conseil de la magistrature. Je vais vous les lire en rafale puisqu'elles sont quand même pertinentes et on a basé notre approche à nous, entre autres, sur ces recommandations-là. Donc, l'importance de vérifier les antécédents de violence contenus au plumitif de l'auteur de violence, l'amélioration de la formation des avocats et des juges en insistant sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la détection et la prévention de la violence, le développement d'une compréhension commune de la problématique de la violence, notamment lorsqu'elle ne comporte pas d'agression physique récente ou qu'elle se produit dans un contexte post-séparation, mieux comprendre le contrôle coercitif pour permettre une évaluation plus globale des situations de violence, consulter SOS violence conjugale lors de la multiplication de procédures civiles en situation de suspicion de violence conjugale afin de s'assurer de la protection des personnes victimes. Il manque quelque chose à l'écran, mais je vais vous lire. Diriger tant les victimes que les agresseurs vers des organismes spécialisés, donc référer et ressourcer les personnes victimes. On a aussi lu plusieurs rapports de coroner, dont un certain nombre soulignent la présence de procédures judiciaires criminelles ou encore de procédures judiciaires familiales qui soit vont être déposées ou ont été déposées. Donc, ça fait partie des circonstances du décès ou encore ça a été nommé comme étant des facteurs déclenchants. On a aussi un ancrage législatif à la notion de facteur de risque. Donc, on reprend la définition dont Catherine vous parlait tout à l'heure de violence familiale à l'article 2.1 de la loi sur le divorce. Les mots en rouge sont des facteurs de risque qui sont documentés dans plusieurs outils qu'on a là au Québec. Alors, pour nous, ces facteurs de risque-là peuvent être plaidés et en fait doivent même être pris en compte quand vient le temps de décider, par exemple, de mesures relatives aux enfants dans des contextes où il y a présence de violence familiale. Cette notion-là, c'est très intéressant, c'est nouveau au niveau juridique, toute la notion de facteur de risque. Il y a plusieurs professionnels qui travaillent avec ces notions-là depuis des années, notamment les professionnels de la santé, mais au niveau des avocats, c'est encore assez méconnu. Toutefois, il y a 2 décisions récentes de la Cour supérieure qui utilisent les conclusions des rapports, les 3 rapports là, de tout à l'heure dont je faisais état du comité d'examen des décès et qui s'en servent un petit peu comme un guide. Donc, au stade de l'ordonnance de sauvegarde, le tribunal nous dit ceci. Donc, ainsi, dans la perspective de dénonciation judiciaire urgente et sans véritable expertise disponible quant à la dangerosité que la situation dégénère, ces conclusions, donc celles du comité d'experts sous l'égide du bureau du coroner, constituent au moins un guide des éléments pertinents à identifier. Donc, ce sont 2 décisions très récentes, mais ça a donc fait son entrée dans la jurisprudence. Ça va évidemment être à surveiller d'un point de vue juridique. Pourquoi les avocats en ont un rôle à jouer?
il y a une étude de 2021, je m'excuse, je ne vois pas tout à l'écran, de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, ils ont réalisé une enquête québécoise sur la violence commise entre partenaires intimes. Si on voit cette diapositive-ci, ce qui est important de retenir, c'est que les femmes victimes qui ont eu recours à des services dans le cadre de leur démarche dans le cadre d'une séparation, qui sont allés vers des ressources dans un contexte de violence, après l'ensemble des professionnels de la santé, donc psychologues, ressources des CIS, services dans un établissement professionnel de la santé, c'est les services juridiques qu'elles ont consultés. Donc, les avocats, on est quand même très sollicités par les personnes victimes, d'où l'importance aussi d'accorder de l'attention à notre rôle de contribuer à tisser un filet de sécurité. Évidemment, on le conçoit comme une responsabilité qui est partagée par un ensemble d'acteurs qui, tous ensemble, doivent contribuer à tisser le filet de sécurité. Les avocats, ce qu'on dit souvent, nous, c'est qu'on doit contribuer juridiquement à tisser notre maille du filet et l'attacher à la maille des autres intervenants. Donc, chacun dans notre mandat, avec notre expertise, devons contribuer à tisser notre maille pour éviter, comme le dit la citation que vous voyez à l'écran, que la sécurité ne soit qu'une question de chance. Évidemment, c'est nécessaire pour les raisons qu'on vient d'aborder, mais on pense que c'est aussi bénéfique et stratégique. Pourquoi bénéfique? Si on regarde la pyramide de Maslow que vous voyez à droite, donc la sécurité est un besoin primordial qui vient tout juste après les besoins physiologiques, donc manger, boire, etc. Et on conçoit ici la sécurité au sens large, comme on le fait chez nous d'ailleurs, c'est-à-dire la sécurité de la personne, des enfants, des ressources financières, de la maison. Et donc, pour nous, d'assurer la sécurité de la personne victime va faire en sorte qu'elle va être mieux à même de comprendre les conseils qu'on va lui prodiguer, d'entamer un processus judiciaire, de rester dans le processus judiciaire. Donc, c'est bénéfique dans ce sens-là. Et c'est aussi stratégique parce que ça nous permet d'ajuster nos demandes au tribunal en fonction du niveau de risque réel du dossier et de la situation propre à la personne victime pour, encore une fois, contribuer à prévenir et ou à faire cesser la violence d'un point de vue juridique. On a un ancrage, encore une fois, dans la loi qui nous indique sous l'article 16 concernant l'intérêt de l'enfant, encore une fois, dans la loi sur le divorce, que le tribunal, lorsqu'il tient compte des facteurs prévus au paragraphe 3 pour analyser ce qui est dans l'intérêt de l'enfant, doit accorder une attention particulière au bien-être et à la sécurité physique, psychologique et affective de l'enfant. Et c'est sous le titre considération première. Donc, encore une fois, c'est nécessaire de le faire. Ce qui nous amène à concevoir un petit peu les rôles de l'avocat en général qui représente des personnes victimes de violences de la façon que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire bien comprendre et connaître la violence, le savoir-faire, le savoir-dire, le savoir-être. Marie-Claude en parlait en début de présentation, être en mesure de dépister la violence, d'identifier sommairement les risques et les besoins, de contribuer au déploiement du filet de sécurité et réévaluer tout ça en continu. Évidemment, on réfère aussi aux autres ressources impliquées et on, de cette façon, croit qu'on peut contribuer à protéger les personnes victimes, contribuer à créer des non-événements et éviter le pire. Nos analyses sommaires ont mené à la création de plusieurs cellules d'intervention rapide. On a participé directement à plusieurs dizaines aussi et tout ça fait en sorte que, selon nous, on contribue à protéger des victimes à haut risque. Catherine et moi faisons partie d'une petite équipe dans l'équipe de soutien au risque homicidaire. Comment on fait tout ça comme avocat, contribuer au filet de sécurité? Cette diapositive-ci est chargée, mais c'est un peu même son objectif, c'est-à-dire qu'on a plusieurs outils disponibles, on a plusieurs recours disponibles et en fonction de la situation de la personne victime, on va pouvoir déterminer quel de ces recours-là est le plus approprié. Catherine va vous parler à l'instant du droit criminel. On va regarder rapidement l'IVAC, le protocole ISA et un petit peu de logement dans la prochaine partie de la présentation.
À rebâtir, on est consciente qu'intenter un recours en matière familiale, par exemple, pour avoir la garde des enfants, peut venir accroître considérablement le risque pour la sécurité d'une personne victime parce que ça pourrait représenter pour l'auteur de violence la concrétisation de la fin de la relation. C'est pour ça que c'est essentiel de maximiser les filets de sécurité avant toute signification de procédure. Le droit criminel, c'est un des outils qui peut être utilisé à cette fin. À rebâtir, si la personne victime y consent, évidemment, on essaie toujours de prioriser le droit criminel en premier, car c'est probablement l'outil juridique le plus efficace rapidement, qui est possiblement à leur disposition. En dénonçant la situation à la police, l'auteur de violence pourrait se voir arrêté et ainsi être détenu ou se voir imposer des conditions à respecter. On est bien consciente que les conditions émises en matière criminelle ne seront jamais une garantie de sécurité, mais ça demeure un outil qui peut contribuer à augmenter la sécurité de la personne victime s'il est bien utilisé. L'objectif, c'est toujours d'ajouter des mailles au filet de sécurité et surtout de s'assurer qu'elles soient bien attachées entre elles. Donc, ce qu'on fait à rebâtir, c'est dans la collecte des faits initiale avec la cliente, après avoir détecté les drapeaux rouges et référé à des organismes pour une évaluation complète du risque s'il y a lieu, c'est également de repérer les infractions criminelles possibles dans la trame factuelle. S'il y a des infractions criminelles de présente, c'est nécessaire d'expliquer à la cliente ses droits. Par exemple, son droit de faire une déposition à la police, même si les événements ont eu lieu il y a un certain temps. Lorsqu'on intervient dans un dossier de violence conjugale, peu importe notre domaine de pratique, il est nécessaire de bien comprendre et maîtriser les différentes définitions des infractions criminelles fréquentes en contexte conjugal. Dans un premier temps, pour aider la personne victime à comprendre ce qu'elle a vécu et l'informer sur ses options afin qu'elle puisse maximiser ses chances de voir les policiers intervenir dans la situation. Ensuite, car c'est essentiel d'utiliser les bons termes associés au bon comportement pour permettre d'aider à responsabiliser l'auteur de violence tout en reflétant à la personne victime qu'on a réellement compris ce qu'elle a vécu. Finalement, ça peut aussi aider à assurer une certaine cohérence entre les différents domaines de droit et les différents acteurs pouvant intervenir dans un dossier de violence conjugale. Vous le savez bien, là, la violence conjugale, ce n'est pas une infraction criminelle, c'est plutôt un contexte dans lequel une infraction criminelle peut se produire. Il faut donc prendre le temps de distinguer les différentes manifestations de violence vécues par les personnes victimes afin de bien repérer ce qui constitue une infraction criminelle et ce qui n'en est pas. Trop souvent, les personnes victimes nous rapportent à rebâtir ne pas avoir été en mesure d'obtenir la protection des policiers du système de justice criminelle. Quand on analyse un petit peu plus en profondeur la situation, c'est souvent qu'elles n'ont pas mis de l'avant les événements qui constituaient une infraction criminelle. Se faire contrôler ses allées et venues, se faire dénigrer, se faire isoler pendant de nombreuses années peut certainement avoir causé plus de séquelles qu'un coup de poing au visage. Donc, quand elle trouve enfin le courage de parler avec les policiers pour une première fois, il est possible qu'elle mette de l'avant les manifestations de violence qui ont été pour elle les plus impactantes, mais qui ne sont malheureusement pas nécessairement des infractions criminelles. Donc, quand on intervient dans un dossier de violence conjugale, il est essentiel de comprendre, mais aussi d'expliquer à la personne victime ce qui va donner le pouvoir au système de justice criminelle d'intervenir dans la situation. Je vous ai mis à l'écran l'image que j'utilise toujours lors de mes consultations juridiques. On a le grand cercle de la violence conjugale à l'intérieur duquel on a mis des exemples de manifestations de violence. À l'intérieur de ce grand cercle-là, nous avons dessiné un plus petit cercle qu'on appelle avec les personnes victimes le petit cercle des infractions criminelles. Et il y a seulement certains des comportements violents qu'on a placés dans le grand cercle, qu'on peut venir prendre, glisser et préciser dans le petit cercle des infractions criminelles. Ce qui pourrait donner le pouvoir aux policiers d'intervenir dans la situation, c'est seulement les éléments dans le petit cercle. Ça ne veut pas dire que ce qui est dans le grand cercle, ce n'est pas important, ce n'est pas pertinent. Hein, on l'a vu notamment au niveau
du contrôle coercitif, la prise en compte du contrôle coercitif par les procureurs de la couronne. Mais ce qui va donner le pouvoir aux policiers, c'est vraiment les éléments du petit cercle seulement. À rebâtir, Marc-Claude vous l'a dit, nous avons des avocats criminalistes dont le rôle est exclusivement dédié à guider les personnes victimes dans le processus judiciaire criminel. Les criminalistes peuvent guider les personnes victimes avant de faire une déposition à la police. Pour nous, c'est idéal car ça permet à la personne victime d'avoir un dossier le plus complet possible. Les criminalistes peuvent également guider la personne victime pendant le processus judiciaire. Bien que les victimes n'ont pas de pouvoir décisionnel dans le processus, c'est essentiel qu'elles comprennent bien les différentes étapes afin qu'elles ne puissent pas perdre confiance dans le système. Une personne victime qui perd confiance dans le système sera certainement moins encline à aller témoigner à la cour si c'est requis. Et sans témoin de la commission de l'infraction criminelle, le système ne sera pas en mesure de la protéger adéquatement. Donc, le deuxième outil qu'on voulait vous présenter très rapidement, qui nous permet, nous, comme avocats, de contribuer au filet de sécurité, c'est le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes criminels, mieux connu sur l'acronyme DIVAC. Donc, une personne victime d'une infraction criminelle peut faire une demande de qualification, c'est un formulaire, à ce fonds d'indemnisation dont le rôle est de contribuer à la réhabilitation et au rétablissement de la personne victime. On n'a pas besoin d'avoir fait une dénonciation policière. Par contre, on a besoin d'une infraction criminelle dans le petit cercle dont parlait Catherine. Ce n'est pas un pourvoyeur de services, c'est plutôt un organisme qui va rembourser ou offrir des aides financières à la personne victime pour contribuer à son rétablissement, etc. Comme je le disais, ça fonctionne simplement sous forme de formulaire de demande de qualification. Il y a deux sections principales dans ce formulaire-là et importantes, les infractions criminelles subies et les conséquences de cette infraction-là. Très rapidement, quelques exemples d'aides financières possibles. Donc, on peut obtenir du remplacement de revenus jusqu'à 90% du revenu net si, des suites de l'infraction criminelle, on n'est plus en mesure de faire son emploi. Frais de déménagement jusqu'à concurrence de 8 000 $, remboursement des frais de loyer si jamais on doit résilier notre bail de logement pour cause de violence conjugale, installation de systèmes d'alarme, caméras de surveillance, barreaux dans les portes et fenêtres, changement de serrure, donc tout ce qui est mesures de sécurité, cours d'autodéfense, et tous les frais de professionnels, psychologues, psychothérapeutes, TS, etc., frais de médicaments, évidemment tout ça en lien avec les infractions, et frais de déplacement au rendez-vous, il y en a d'autres, évidemment, et il y a des conditions pour y avoir accès, mais ça vous donne une idée de l'éventail des mesures disponibles. On utilise aussi le protocole ISA lorsqu'il est disponible. Ce n'est pas une loi ni un règlement, c'est une entente entre partenaires disponible seulement dans 5 régions pour le moment au Québec. On nous dit que Drummondville serait ajouté. On va faire des vérifications. ISA pour installation de système d'alarme. Donc, contrairement à l'IVAC qui va rembourser les frais d'installation seulement, le protocole ISA permet de rembourser 12 mois de mensualité de système d'alarme. C'est une installation qui se veut rapide. Il y a un flag sur l'adresse là, au niveau de la centrale de répartition des corps policiers. On doit par contre ici avoir porté plainte, on doit être dans un dossier de violence conjugale et on ne doit plus rester avec le conjoint. Donc, c'est aussi une autre mesure qu'on a à notre disposition pour contribuer rapidement à tisser un filet de sécurité. Au niveau du droit du logement, les mesures qui visent à sécuriser la personne victime vont varier selon les besoins de la personne victime. Si elle désire quitter le logement, il y a une mesure essentielle à connaître qui vise à favoriser leur sécurité. D'ailleurs, le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale que vous parlez, Élise, un petit peu plus tôt, a recommandé dans son 3e bilan au ministre de la Justice de promouvoir cette mesure qui est la possibilité pour toute personne victime de violence conjugale de la part d'un partenaire intime ou ex-partenaire de violence sexuelle ou de violence envers un enfant qui habite le logement, de demander de résilier son bail pour un motif de sécurité. Donc, sur la base d'un formulaire écrit,
qu'on va transmettre à un officier public. Donc, dans les faits, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui occupe cette fonction-là. La personne victime pourrait voir son bail être résilié. Cette mesure est particulièrement intéressante puisqu'elle ne nécessite pas d'audience devant le tribunal. Donc, pour bénéficier de cette mesure, la personne, elle n'a pas non plus à être victime d'un acte criminel. Hein? Donc, si on reprend le grand cercle et le petit cercle, on n'a pas besoin d'avoir des comportements uniquement dans le petit cercle. Les comportements du grand cercle sont suffisants pour bénéficier de cette mesure si il y a crainte pour la sécurité de la personne victime. Si au contraire, la personne victime, elle ne veut pas quitter le logement, elle désire demeurer dans le logement, elle pourra dans ce cas-là s'adresser au tribunal du logement pour demander, au tribunal d'expulser l'auteur de violence, le conjoint violent, au motif d'un trouble de jouissance paisible du logement. Donc, ça, c'est le critère de la loi, qui est dans les faits la présence de violence conjugale et qui a occasionné un préjudice sérieux à la personne victime. À rebâtir, comme plusieurs organismes, on a des défis. Et je vous dirais que notre défi principal présentement, c'est le manque d'effectifs. Nous sommes seulement 14 avocats pour couvrir l'ensemble des besoins en matière de violence conjugale et violence sexuelle. Ça limite évidemment la capacité de répondre en temps réel aux demandes des personnes victimes, bien que la majorité des victimes sont répondues lorsqu'elles appellent le jour même. Il se peut que des fois, surtout les lundis, ou lorsqu'il arrive un événement qui peut précipiter, exemple, qu'il y a eu un féminicide, on se rend compte qu'il y a une augmentation, nous, sur les lignes des demandes. Il se peut que les gens doivent rappeler une deuxième ou une troisième journée avant de parler à un avocat. Mais ce que ça a aussi comme impact, c'est le peu de temps pour développer des formations ou pour contribuer à l'avancement des recherches et à rebâtir avec l'expertise qu'on a. Nous pensons que nous pourrions aussi apporter beaucoup. Également, un autre défi qu'on a dû relever, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais pendant un an, nous avons eu du financement pour que 2 avocats puissent faire de la représentation devant les tribunaux en matière de violence conjugale, plus particulièrement devant la Cour supérieure en droit de la famille, ce qui a permis à cette équipe de 2 avocats-là de représenter 200 personnes. C'est énorme en un an. C'était surtout des dossiers complexes, des dossiers nécessitant un interprète, et ça l'a permis ces avocats-là qui étaient au fait de la violence conjugale parce qu'ils ne représentaient que des victimes de violence conjugale, de faire progresser la jurisprudence. Un autre défi qui nous est rapporté par les personnes victimes, c'est le fait qu'il y a peu d'avocats de la pratique privée qui acceptent les mandats d'aide juridique dans les dossiers de violence conjugale et violence sexuelle. Nous, on se l'explique notamment par le fait que ce sont des dossiers complexes dont la charge de travail est importante, les connaissances juridiques doivent être mises à jour, ça évolue très rapidement au Québec en matière de violence conjugale et violence sexuelle. Et tous les défis dont on vient de vous parler, dans un contexte d'insuffisance de ressources, d'insuffisance de soutien spécialisé, bien évidemment, ça peut compromettre la sécurité des personnes victimes, leur stabilité, puis ultimement, bien limiter leur accès à la justice. On a certaines personnes victimes qui malheureusement doivent se représenter seules devant les tribunaux, affronter l'auteur de violence, doivent se défendre, par exemple, contre des allégations d'aliénation parentale alors qu'elles sont plutôt en train de protéger leurs enfants ou encore doivent se défendre contre des accusations à leur égard ou ce qu'on appelle de la violence mutuelle réactionnelle ou des conflits sévères de séparation. Une avenue qui est souvent mise de l'avant par les divers partenaires pour contrer les défis que nous venons de vous énumérer, c'est la création d'une équipe spécialisée en violence conjugale à l'échelle provinciale. Ça permettrait d'avoir une expertise multidisciplinaire disponible pour les avocats dans chacune des régions du Québec. Ainsi, le concept de violence conjugale, la notion des mythes et stéréotypes, les facteurs de risque homicidaire seraient mieux connus par les avocats acceptant de traiter ce genre de dossier. De plus, chaque personne victime souhaitant dénoncer un crime devrait pouvoir obtenir des conseils juridiques adaptés à sa situation
avant de faire une déposition. C'est ce qu'on appelle les rencontres pré-dénonciation que vous parlait Marie-Claude au début de la présentation dans le cadre de nos projets pilotes. Finalement, le déploiement d'outils spécialisés offerts à l'ensemble des avocats du Québec permettrait certainement d'aider les avocats à se sentir plus en confiance dans la gestion de ce type de dossier. Alors, on vous a mis un article de Madame Rima El-Khoury, publié le 26 février cette année, qui parlait malheureusement de la fin de Rebâtir phase 2 et du fait comment ce programme est important pour le Québec. On espère un jour que ce projet renaisse de ses cendres, mais pour l'instant, nous ne pouvons plus compter sur ce programme-là. Alors voilà, nous allons vous laisser prendre connaissance de ce document-là. Nous vous invitons maintenant à faire une évaluation de ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est important. Vous avez le lien qui vous permet là, d'aller noter la présentation que vous avez reçue aujourd'hui. Alors, merci pour votre attention et nous sommes maintenant disponibles pour les questions. Donc, merci beaucoup, mesdames. Là, j'aimerais vous remercier pour cette très, très intéressante présentation. Je dois dire que je suis époustouflée par ce qui a pu être fait dans les 4 dernières années en termes de développement d'une gamme de services complets, les partenariats qui ont été établis. En tout cas, bravo pour toute l'énergie qui a été mise dans la mise sur pied de tous ces services-là qui sont extrêmement utiles. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Il y avait une question dans le question-réponse qui était très intéressante là, autour de la question du maintien de la personne victime chez elle. Et puis, la personne aimerait en connaître un petit peu plus sur les étapes qui sont franchies pour faire en sorte que la personne puisse rester dans son logement, dans sa maison. Et puis, quels acteurs doivent être impliqués à ce moment-là pour assurer la sécurité de la personne? Donc, comment vous procédez là, dans ce type de dossier? Je te laisse répondre, Élise. Oui, j'allais dire, veux-tu y aller, Catherine? On peut se compléter. C'est moi et Catherine qui travaillons beaucoup sur ces notions-là. C'est une question qui se répond pas en 3 minutes. C'est assez complexe. On y travaille d'arrache-pied depuis 4 ans. Puis je vous dirais que ça varie beaucoup aussi d'une situation à l'autre. Je pense qu'une partie de la réponse se cache dans la diapositive où il y a l'ensemble des recours disponibles dans les différents domaines de droit. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'ordonnance civile de protection, mais il y a un nouveau régime au Québec aussi qui nous permet en urgence de demander l'expulsion d'un conjoint. Catherine a parlé du droit criminel. Si jamais il y a une arrestation avec des conditions de mise en liberté qui peuvent inclure de ne pas se trouver à une adresse X, il peut y avoir à travers le droit de la famille une demande d'usage exclusive qui va être présentée en même temps qu'une demande de garde d'enfant. Donc, c'est un petit peu, il y a comme un ensemble de mécanismes disponibles, puis en fonction de la trame factuelle, du niveau de risque, de la dangerosité, etc., puis évidemment, des besoins aussi, de la volonté de la personne victime, on va essayer d'identifier quel est le meilleur recours pour répondre à ce besoin-là de demeurer dans les lieux. Puis des fois, malheureusement, on se trouve à nous-mêmes dire que comme avocat, on ne le recommande pas du tout parce qu'on est dans un niveau de risque trop élevé et que selon nous, la personne doit se placer en sécurité dans une adresse confidentielle. Donc, tu sais, je vous dirais que cette réponse-là est compliquée, puis on va, des fois, on prend le téléphone, on interpelle nos partenaires directement pour avoir des suivis serrés quand une personne victime vraiment veut demeurer dans les lieux puis qu'on pense que c'est trop dangereux. Ça serait peut-être ma première esquisse de réponse. Catherine, veux-tu... Ben, si j'ai encore le temps, ce que je me permettrais d'ajouter, c'est l'intention derrière le droit au maintien dans les lieux, c'est le respect du choix de la personne victime. Ce qu'on entendait à rebâtir, c'est, ben là, il est arrivé j'ai appelé les policiers hier parce que mon conjoint a été violent à mon égard, puis les policiers m'ont dit que je devais quitter. Quand on comprend un peu l'objectif derrière, le policier a dit je devais quitter, le policier a probablement recommandé de quitter parce que c'était pas sécuritaire, il considérait que la solution la plus sécuritaire, c'était de quitter. Par contre, quand la personne victime entend ou retient de cette intervention policière-là, j'ai été obligée de quitter, c'est comme si on l'avait, elle, pénalisée, alors qu'elle, elle n'a rien fait de mal. Dans les faits, les policiers ne peuvent pas forcer une personne victime à quitter si elle n'est pas aussi arrêtée. Là, les policiers ont un pouvoir d'intervenir
auprès d'une personne qui a commis une infraction criminelle, pas auprès de la personne victime. Donc, recommander de quitter, c'est bien, mais que la personne victime comprenne qu'elle a un choix et qu'elle exerce ce choix-là librement en toute connaissance de cause. Donc, ça, c'était un des enjeux qui était très, très important pour nous. Et puis j'irais même OK. plus loin, il y a des personnes victimes qui nous disent avoir su, je les aurais pas appelées. Exact. Donc Et qui est ça, là. on veut pas ça, on veut pas de bris de confiance parce qu'elles ont été obligées de quitter puis avoir su, je serais pas allée vers le système censé me protéger. D'où là la question de droit au maintien dans les lieux. Ensuite, on a travaillé sur les différentes options qui permettaient un droit sécuritaire au maintien dans les lieux. Exact. Je comprends à travers tout ça, puis ça transparaît là, de toute votre présentation, des solutions sur mesure qu'on prévoit pour les personnes selon leur situation et votre regard holistique sur la situation des personnes victimes, c'est ce que je retiens beaucoup aussi de votre présentation. Je vous remercie énormément, c'était fort intéressant. On doit malheureusement mettre fin. J'aimerais préciser là, que tout va être disponible sur le site Awareness to Action, qui regroupe dans le fond toutes les présentations webinaires, mais aussi les résumés de recherche. Et donc, vous pourrez toucher une audience encore plus large, là, mais en rendant votre présentation disponible. Donc, un énorme merci. Et puis, je trouve ça plate de couper maintenant. J'aurais eu d'autres questions pour vous, mais on aura l'occasion peut-être d'échanger à nouveau là, bientôt. Donc, merci à vous trois. Et puis au plaisir, puis merci à tout le monde là, qui a participé au webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au Merci, revoir. à la Merci. Au prochaine. revoir. Bye bye. Merci.